Je rencontre aujourd'hui Harry, qui est un guide touristique dans des grottes de Han en Belgique. Il nous raconte tout, absolument tout sur les grottes de Han. Mais d'abord, je t'invite à aller chercher le bonus que j'ai préparé pour toi, qui consiste à observer la géologie quand on fait des randonnées ou d'autres activités en pleine nature. Va voir sur mon site terretrésor.com, le lien est juste en bas de la vidéo. Alors bonjour Harry, toi tu travailles dans la grotte de Han en Belgique. Peux-tu te présenter? Oui, bonjour. Je m'appelle Harry Lannoy. Je travaille ici aux Grottes de Han professionnellement depuis 2015 et j'en avais fait déjà avant mon job d'étudiant. Pendant que j'étais étudiant, je travaillais déjà ici. Au total, ça me fait maintenant 20 ans déjà. C'est ma 21e année ici au domaine en tant que travailleur. Je travaille ici comme guide de la grotte. J'ai aussi une autre casquette, si je puis dire, qui est d'être responsable adjoint de notre réseau de grottes ici. Donc, ça comprend plein de missions très diversifiées comme l'entretien, les aménagements, l'exploration, les études scientifiques aussi. C'est très diversifié, mais vraiment spécifique grotte parce qu'on a aussi un parc animalier au-dessus et autour de la grotte, on va dire. Ça, c'est une équipe plus spécifique qui s'occupe de ça. Moi, c'est vraiment, je suis l'homme des grottes. Vous avez visité d'autres grottes à travers le monde, hein, c'est bien ça? Oui, actuellement, j'ai dû visiter quelque chose comme 80-90 grottes environ. En Belgique, en France, en Irlande, en Italie, en Slovénie, en Suisse. Voilà, pour l'instant, je crois que le compte y est. Et la grotte de Han, elle se situe où exactement? Donc nous, ici, on est dans le sud de la Belgique, qui n'est pas un très grand pays, mais il y a quand même un nord et un sud. On est dans la province de Namur. La Belgique est divisée en 10 provinces et on est dans le sud de la province de Namur. C'est-à-dire qu'on est à peu près à mi-chemin entre la ville de Bruxelles en Belgique et la ville de Luxembourg dans le Grand-Duché de Luxembourg, qui est frontalier de la Belgique. On est à 1 heure au sud de Bruxelles. Ok. Alors la grotte de Han, finalement, dans quel contexte géologique ça se situe? Comme bien souvent, notre grotte s'est formée dans du calcaire, puisque c'est la roche qui fonctionne le mieux pour la formation des grottes. On est dans un banc calcaire qu'on appelle la Calestienne, qui s'étend sur environ 130 km de long. Il n'est pas très large, ce banc de calcaire. Il fait, selon les endroits, entre 1 et 3 km de large. Il s'étend sur 130 km de long et là-dedans, il y a plein de grottes, évidemment. C'est un calcaire qui est relativement ancien, nous, puisque sur l'échelle des temps géologiques, on se situe au Dévonien moyen. Donc, c'est du calcaire gibbesien, plus exactement. C'est-à-dire qu'il s'est formé il y a environ 385 millions d'années dans le fond d'une mer tropicale qu'il y avait ici à l'époque. Les temps ont bien changé. Alors vous avez plusieurs grottes, finalement, si je comprends bien, dans ce banc de calcaire, vous avez plusieurs entrées, plusieurs cavités. Oui, tout d'abord, dans un contexte plus large, en Belgique, on connaît actuellement 1853 grottes précisément. Donc par grotte, on entend bien cavité naturelle souterraine, hein. Les mines ne sont pas comprises dedans, les tunnels artificiels, les carrières souterraines non plus. Une grotte, c'est naturel. Nous, dans notre domaine spécifiquement, donc le domaine des grottes de Han, c'est une entreprise privée. En fait, c'est une société qui possède un terrain dans lequel il y a des grottes et c'est cette société qui exploite aussi touristiquement ces grottes. Nous, sur notre territoire, je vais dire, on a 3 grottes qu'on appelle les grottes de Han au pluriel, mais en fait, dedans, il y a la grotte de Han au singulier, qui est la plus longue grotte de Belgique, avec 10 700 mètres de développement environ, en arrondissant. Et il y a 2 autres grottes un petit peu plus petites qui sont toutes interconnectées par la rivière. La rivière locale ici, c'est la Lesse. On est à Han-sur-Lesse, c'est le nom du village. Et on a pu montrer par coloration de la rivière, par traçage, que la rivière connectait ces grottes entre elles, mais spéléologiquement parlant, humainement parlant, on n'a pas encore trouvé de jonction entre elles. Donc, elles existent puisque l'eau passe, mais jusqu'à l'heure actuelle, c'est encore 3 grottes distinctes, séparées pour nous, les explorateurs. D'accord. Est-ce que vous voyez une évolution de leur forme? Est-ce que la cavité évolue en fait avec le temps? Oui, bien sûr, les cavités évoluent avec le temps, mais c'est une échelle de temps qui nous dépasse totalement, nous, petits humains, évidemment. Sur une vie humaine, la chance de voir quelque chose évoluer est infime, à part gros événements comme un effondrement massif ou quelque chose comme ça. Mais les grottes, c'est vraiment des milieux qui évoluent, bien sûr, mais sur des échelles de temps beaucoup plus grandes que la nôtre.
Et donc, pour voir des évolutions, il faudrait pouvoir revenir dans quelques siècles au mieux ou quelques millénaires. Là, on verrait des différences, oui. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de problème d'érosion en fait. Bah, l'érosion, elle est à l'œuvre, mais elle est très lente. Hmm. Puisque la rivière traverse toujours la colline, la grotte est traversée par la rivière, donc la grotte, elle est encore en évolution, en formation, mais une échelle de temps qui est très lente. Et du fait qu'il y a des visites touristiques, il y a des activités quand même humaines, est-ce que vous voyez quand même qu'il y a une érosion due justement à la présence d'humains dans la grotte? L'impact des visites, il existe, hein, il ne faut pas le nier, il est là et il faut en avoir conscience. Donc, le principal impact des visites qui me vient à l'esprit, je dirais qu'il y en a trois. Il y a tout d'abord les aménagements qui ont été faits pour faciliter l'accès à la grotte, puisqu'il y a des sentiers qui ont été faits, des escaliers, des ponts, etc. Donc, c'est quand même des structures humaines non négligeables qui ont été introduites dans la grotte. Un deuxième impact, c'est la lumière, qu'on visite avec de l'éclairage. Et donc, dans la grotte, nous, on a 2600 lampes qui illuminent la grotte. Et donc, il y a des algues, des mousses, des fougères qui se développent à cause de ça. C'est ce qu'on appelle dans le jargon lampenflora, donc c'est la flore des lampes. Et ça, en tant que responsable et gestionnaire de grottes touristiques, c'est quelque chose auquel on doit faire face et qu'on doit traiter, qu'on doit gérer parfois. Donc, la gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire ben, éteindre la lampe, les lumières le plus possible, quand c'est possible. Mais dans une grotte aussi touristique que la nôtre, la lumière est allumée très, très souvent. Et donc, on doit, l'hiver, quand c'est plus calme, appliquer un traitement sur certaines algues qui se développeraient trop, sur les stalagmites, par exemple. Donc, je précise qu'on a quand même 300 000 visiteurs par an ici dans notre grotte. Depuis le 19e siècle, depuis le début des visites, ça représente quelque chose comme 24 millions de visiteurs au total. Donc, même internationalement, il n'y a pas énormément de grottes qui sont autant visitées que ça. Donc, ça a un impact quand même. Et alors, le troisième impact auquel je pensais aussi, ben, c'est malheureusement, parmi tous ces millions de visiteurs, il y en a une faible proportion, mais qui existe quand même, de vandales, de gens qui n'ont pas conscience de où ils sont, qui n'ont pas conscience éventuellement de la portée de leurs actes. Et donc, il y a des gens qui touchent, il y a des gens qui cassent, qui emportent des petits souvenirs. Donc ça, c'est aussi un impact qui, avec le temps, depuis le début des visites, ben, ça se voit. Il y a des concrétions, donc des stalactites et des stalagmites qui ont pu être détériorées par certains visiteurs, malheureusement. Effectivement. Et dans ces grottes-là, est-ce que vous avez des fossiles? Oui, notre calcaire ici, il est très riche en fossiles, hein. C'est principalement des coraux, des éponges, des coquillages. Typiquement, on a des fossiles qu'on appelle des stromatopores, toutes sortes de coraux, voilà, et de coquillages. C'est principalement ça. Pour pouvoir être fossilisé aussi longtemps, comme tu le sais, ben, il faut quand même que le temps n'ait pas dégradé la matière. Et donc, ce qui se conserve le plus longtemps dans le sol comme ça, ben, ce sont des squelettes qui sont déjà faits en carbonate de calcium. Donc, les coraux, les coquillages, etc., ça se conserve. Mais la matière organique se fossilise moins facilement et ça se conserve moins facilement aussi sur une telle durée. Donc, dans les mers tropicales de l'époque, il y avait déjà des poissons, mais on n'en a pas de fossilisés, nous, dans notre calcaire. Je dis toujours en rigolant aux enfants qu'il n'y a pas non plus de fossiles de dinosaures dans notre calcaire, parce que notre calcaire est plus ancien que les dinosaures, ils n'existaient pas encore à cette époque-là. Donc malheureusement, on n'a pas non plus de fossiles de tyrannosaures, par exemple, ou autres grosses bébêtes. Et est-ce que vous avez eu des études scientifiques, justement, parce qu'il y a des paléontologues qui ont analysé vos fossiles, qui ont découvert des choses exceptionnelles ou Bah, d'un point de vue scientifique, notre grotte est vraiment très, très étudiée depuis plus de 200 ans. Les scientifiques eux-mêmes disent que la grotte de Han est probablement une des plus étudiées au monde, carrément. Alors, il faut toujours se méfier des superlatifs comme ça, mais je pense que si on prend en compte vraiment la longue histoire et effectivement les 200 ans d'études scientifiques qui ont été produites ici, je serais tenté de croire que c'est vrai. Et donc, ça comprend vraiment plein de disciplines scientifiques très diversifiées, comme effectivement l'étude de la roche elle-même, hein, la géologie, mais aussi des études sur les concrétions. Plus spécifiquement, il y a tout le volet hydrologique aussi, l'étude de la rivière, de ses écoulements, les écoulements de l'eau de pluie à travers le massif, à travers les couches de roches avant d'arriver dans la grotte. Et puis, on a aussi, nous, de l'archéologie, parce que c'est un site archéologique principalement à la sortie de la rivière, à la résurgence de la Lesse. C'est un site archéologique aussi majeur où on a retrouvé des tonnes, véritablement des tonnes de vestiges. Et puis, il y a tout l'aspect biologique, évidemment, on étudie la faune de la grotte. Dans les grottes belges, on considère qu'il y a plus de 1000 espèces animales qui peuvent se rencontrer. Donc, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense aussi habituellement. Il y a vraiment plein de choses à étudier tout le temps, c'est super passionnant.
Puis est-ce que la grotte a servi de refuge à un moment donné, pendant le temps de la guerre, par exemple? Oui, en fait, dans les traces archéologiques qu'on retrouve, les plus anciennes ont 10 500 ans. Donc, ça a pu être daté. Ce sont des traces de feu, des morceaux de charbon de bois qui ont pu être analysés et datés. Et les plus anciens d'entre eux ont 10 500 ans. Donc, jusqu'à preuve du contraire, c'est la découverte de la grotte à ce moment-là. Ça fait 10 500 ans qu'elle est connue, en tout cas les extrémités naturelles. Et depuis lors, il semblerait que les gens soient venus s'abriter, se réfugier aux extrémités. Donc, on a retrouvé énormément de vestiges de façon quasiment ininterrompue depuis des milliers d'années. Donc, on imagine que, voilà, en cas de danger à l'extérieur, que ce soit une guerre, un conflit, un climat un peu trop rude ou quelconque difficulté, bah, les gens venaient s'abriter là dans la grotte. Et j'imagine que je ferais pareil à leur place. Ah bah excellent. Tu disais tout à l'heure, dans l'unité de calcaire, il y avait plusieurs autres cavités. Est-ce que ce sont des cavités qui ne sont pas assez volumineuses pour que ça fasse des grottes visitables? En fait, ce qui fait qu'une grotte est visitable ou non, ben, une facilité d'accès éventuellement. C'est aussi parfois une question de propriété ou de décision, tout simplement. Donc, en fait, sur les 1853 grottes belges, il n'y en a qu'une dizaine qui est touristique. Par grotte touristique, on entend vraiment avec une structure d'accueil et d'aménagement, des visites organisées. La plupart des autres grottes sont visitables, mais de manière spéléologique, c'est-à-dire plus sportive. La grotte n'est pas aménagée pour accueillir des gens en grande quantité. Ce qui fait que les autres grottes ne sont pas visitées, c'est soit une difficulté d'accès, soit un moindre intérêt perçu de la part de ceux qui pourraient l'exploiter. Ou alors parfois aussi, il y a un troisième cas, c'est que certaines de ces grottes sont tellement exceptionnelles et magnifiques qu'il vaudrait mieux ne jamais les faire visiter en fait. Donc c'est parfois une mesure de préservation aussi de ne pas visiter ou de ne pas trop visiter une grotte. Parce que Ouais. c'est un lieu, malgré que ce soit géologique, c'est-à-dire de la roche minérale, c'est un milieu qui est très sensible et très vulnérable aussi aux activités humaines et au passage intempestif ou irrespectueux. Donc parfois, il vaut mieux ne pas y aller. Et D'accord. ça, il y a des exemples où leurs découvreurs ont, de façon très modeste et très respectueuse, je trouve, découvert quelque chose de tellement extraordinaire qu'ils ont pris la décision de fermer la grotte et de plus jamais y aller. Toutes les grottes ne se visitent pas, en tout cas pas comme la nôtre. D'accord. Est-ce qu'il y a des croyances ou il y a eu des croyances autour de cette grotte-là? Oui, hein, bien sûr. Donc alors les croyances, elles évoluent avec le temps, ça, c'est culturel, ça dépend un petit peu de l'époque à laquelle on se trouve, mais le monde souterrain a quand même de tout temps presque été associé au monde des morts, à l'au-delà. Sous terre, c'est l'enfer. Il y a pas mal de croyances et de superstitions qui ont tourné autour de la grotte. Et d'ailleurs, je disais qu'elle était fréquentée de façon ininterrompue depuis des milliers d'années, mais en fait, on constate quand même qu'il y a certaines époques où la fréquentation diminue, voire s'arrête presque, notamment au Moyen Âge. Au Moyen Âge, il y a encore un petit peu de fréquentation, mais beaucoup moins que précédemment, par exemple. Et donc là, on pourrait penser peut-être que c'est culturel ou voire même religieux, parce que c'est l'Église à ce moment-là qui a imprimé ça dans l'esprit des gens que voilà, sous terre, c'était dangereux, c'est l'enfer, il ne faut pas y aller. C'est des endroits un petit peu terrifiants. À un moment donné, il y a eu quand même un certain réveil scientifique et de curiosité des gens à partir je dirais déjà à partir du 17e, 18e siècle, et puis ça n'a fait que prendre de l'ampleur, où là, les gens se sont à nouveau intéressés à la nature, au monde qui les entourait, et à l'époque des grands explorateurs à travers le monde. Donc les gens ont cherché à explorer partout et sous terre aussi, et donc là, l'intérêt a repris. Mais les superstitions, là, oui. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a toute une série d'endroits dans la grotte qui ont été découverts au début du 19e siècle, qui ont des noms un peu mythologiques, par exemple le passage du diable, le Styx, ou bien le trône de Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers dans la mythologie romaine. Donc, il y a des noms un petit peu comme ça. C'est des modes, mais ça témoigne, je pense, quand même aussi d'une certaine connotation qu'avaient les grottes dans l'esprit des gens à l'époque. Intéressant. Que dans une grotte, il y a des concrétions, donc la cavité se forme dans le calcaire, et puis après, la cavité, en fait, elle continue d'évoluer, de vivre et de se remplir, en fait, de sédiments de la rivière ou de calcite, donc de cristaux de carbonate de calcium transportés par l'infiltration de l'eau. Et ça forme les stalactites et les stalagmites qui sont, en fait, des mémoires du passé, donc c'est quelque chose qui s'étudie beaucoup aussi dans notre grotte. Ces stalagmites, elles renferment beaucoup d'informations sur le passé depuis le début de leur formation. Et ces informations, bah, ça peut être par exemple
des traces de passage humain ou bien des pollens transportés par l'eau. Et ça, c'est une discipline qui s'appelle la palynologie, donc l'étude des pollens. Ça a donné lieu à beaucoup d'informations et de découvertes sur les climats du passé, par exemple, puisque un pollen est spécifique à un type de végétation et la végétation, elle est aussi spécifique à un climat. Donc, je suis sûr qu'on ne retrouve pas la même plantes ou végétation dans le nord du Canada chez vous que dans la jungle amazonienne ou chez nous ici en Belgique. Donc c'est spécifique aussi à l'endroit où on se trouve et au climat. Ben, nous ici, même si on est à un endroit donné, le climat n'a pas toujours été le même et tout ça, ça peut s'étudier grâce aux pollens qui sont renfermés dans les stalagmites. Donc c'est super intéressant actuellement en plus dans un contexte de changement climatique. C'est des études qui se font sur comment a évolué le climat par le passé, à quelle vitesse est-ce qu'il a changé. Et ça, ce sont les pollens qui nous le racontent, par exemple. Ah, vraiment intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a des stalactites qui sont coupées pour analyser les différents cercles ou ce sont des petites carottes qui sont prises? Oui, c'est pas nécessaire de sacrifier complètement une stalagmite pour l'étudier parce que c'est dommage de faire ça, mais dans des très grosses stalagmites qui sont massives, des carottages peuvent se faire et donc on prélève un morceau de la stalagmite, mais on ne la sacrifie pas totalement. Alors ces carottages, ils peuvent être datés, on peut dater une stalagmite relativement précisément et à chaque étage de datation, ben, on regarde ce qu'il y a d'autre dedans, hein, que ce soit les pollens ou d'autres traces qui peuvent témoigner de ce qui s'est passé. C'est comme un livre d'histoire, en fait, pour quelqu'un qui est capable de le lire. Ça raconte l'histoire de la grotte, de la colline dans laquelle elle se trouve, mais aussi de la région en surface avec les événements qui ont pu survenir. Donc, ça veut dire que ce sont plus ces stalagmites qui ont plus d'informations que les stalactites? Oui, parce que l'accumulation est plus logique dans un sens, puisque la matière va s'accumuler sur le sol et puis des couches vont venir se superposer par-dessus. La lecture, elle est assez facile parce que c'est une superposition. Les couches les plus anciennes sont en bas et les plus récentes sont au-dessus. Alors qu'une stalactite, il va toujours y avoir de l'eau qui coule dessus et ça, c'est un peu plus mélangé, si on veut. D'accord. En général, c'est dans les stalagmites que ça se lit. D'accord. Donc, il y a des sédiments qui arrivent dans la grotte, si je comprends bien. Toute l'eau qui va circuler va apporter des sédiments. De quelle nature sont-ils? Donc ça aussi, c'est des études qui se font ici chez nous. Il y a une rivière qui dépose des alluvions, des sédiments. Par moment, au cours du temps, la rivière a abandonné une galerie parce qu'elle a trouvé un autre passage ailleurs, plus bas ou parallèle ou à l'extérieur. Et donc, elle laisse derrière elle des sédiments qui, eux aussi, renferment plein d'informations. Dans ces sédiments, ben, on peut aussi à nouveau retrouver des pollens, comme j'expliquais, mais aussi éventuellement des matières, des objets qui sont venus de l'extérieur, qui sont transportés. Et ce qui est intéressant aussi d'observer, c'est ce qu'on appelle la granulométrie des sédiments, c'est-à-dire mesurer la taille des grains de sédiments, parce que en fonction de la force du courant, la rivière va pouvoir transporter des objets plus ou moins gros. Et donc, si on retrouve par exemple des gros galets qui pèsent plusieurs kilos, par exemple, ben, ça veut dire que la rivière à ce moment-là était très forte, très puissante et la rivière coulait très fort. Et plus les objets transportés vont être petits et fins, plus ça veut dire que la rivière s'est calmée, elle a ralenti, et on peut même parfois trouver des boues vraiment très très fines qui témoignent plutôt d'un contexte presque lacustre, c'est-à-dire que l'eau était stagnante à ce moment-là et ne coulait presque plus. Donc toute l'étude de ça, en fait, donne aussi des informations sur la dynamique de la rivière au cours du temps. Oui, tout à fait. Les galets aussi peuvent être datés par une certaine technique. Et dans une de nos trois grottes, on a trouvé des galets qui ont été datés à 1,69 million d'années. Ces galets sont rentrés dans la grotte il y a 1,69 million d'années. Donc la grotte existait déjà à ce moment-là. Une rivière suffisamment puissante est passée par là à ce moment-là. Donc ça donne des repères chronologiques en fait pour comprendre la succession des événements. Oui, tout à fait. Ce sont des galets de calcaire ou bien il y a d'autres lithologies représentées dans les galets? Non, les galets, ils viennent de l'extérieur et ils ne sont pas calcaires. Donc, ils viennent d'un socle plus schisto-gréseux qui était un plus en amont de la grotte. Et donc, ils ne sont pas en calcaire, les galets. D'accord. Ce qui prouve aussi qu'ils ne viennent pas de là. C'est important aussi d'étudier effectivement la nature des galets. Parce que si c'est des galets en calcaire, ce qui pourrait exister, mais ça veut dire qu'ils viendraient de pas très loin. Comme Exact. ce pas des galets en calcaire, ben, manifestement, ils viennent de plus loin, donc c'est une rivière qui les a amenés là. Donc, les grottes, ça raconte l'histoire du passé, c'est passionnant et c'est très enrichissant. Moi, je compare toujours ça à un livre d'histoire. Et donc, il y a toujours des gens qui s'intéressent aux grottes, il y a toujours quelque chose à apprendre, des nouveaux éléments non soupçonnés auparavant qui apparaissent tout d'un coup comme une évidence ou comme une découverte. Oui, et puis il y a encore des interrogations aussi. Ici, c'est vraiment flagrant parce que
presque chaque année, on apprend de nouvelles choses grâce aux études qui sont en cours, mais ça réveille plein de questions supplémentaires et plein d'interrogations, et donc ça ouvre la porte à plein d'autres études tout le temps, et donc on a l'impression que c'est sans fin, mais c'est ça qui est chouette en fait. Ben encore, ce que les stalagmites peuvent nous raconter, c'est un historique aussi des séismes. Ah oui, OK. Ici en Belgique, pour le moment, c'est une zone plutôt calme en termes de séisme, mais par le passé, il y en a eu évidemment, comme partout. Et les stalagmites peuvent aussi nous raconter ça parce qu'un séisme peut éventuellement briser des concrétions, casser des stalagmites. Et comme je disais tout à l'heure, on peut dater les stalagmites. Et donc, en datant la tête d'une stalagmite qui serait tombée et la base de la repousse qui continue de se former au même endroit, ça donne une fourchette de temps dans laquelle la cassure s'est faite. Ça permet de dater des événements comme des tremblements de terre, par exemple. C'est ce qu'on appelle des sismotèmes, ce complexe de stalagmites cassés avec une repousse dessus, ça s'appelle un sismotème. Et c'est le genre de choses qu'on recherche dans la grotte parce que ça peut aussi raconter plein de choses sur l'historique sismique de la région. Ah ouais, vraiment intéressant. Juste en regardant, en observant comme ça à l'œil nu, de manière macroscopique, on peut déjà observer l'agencement des choses, comment ça se présente. Et puis après, on peut effectivement étudier beaucoup plus finement et vraiment aller jusque dans les éléments chimiques qui constituent les choses. Et un dézoomage est parfois nécessaire, et puis parfois il faut aller très en profondeur et voir le tout petit pour mieux comprendre. Exact. Le tout petit peut expliquer le très grand. Alors vous êtes ouvert, 12 mois sur 12, si je comprends bien? Oui, on est ouvert toute l'année. L'hiver, c'est seulement le week-end et pendant les congés scolaires. Quand la rivière le permet, puisque la rivière, c'est elle la patronne en fait. Quand il y a de fortes pluies, il y a des inondations, la grotte n'est pas toujours accessible et donc c'est la rivière qui décide quand on peut ouvrir ou pas. On est ouvert tous les week-ends de l'année et bien sûr, entre avril et novembre, on est ouvert tous les jours. D'accord. Donc il y a vraiment une grosse activité autour de votre grotte. Oui, ouais, elle est célèbre ici en Belgique, mais même plus largement en Europe. Depuis plus de 200 ans, les gens y viennent en masse. Ah, c'est vraiment bien. Bah, merci beaucoup, Harry. Avec grand plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de discuter et de partager ça avec l'outre-Atlantique. Merci, merci. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas d'aller chercher le bonus qui t'attend sur mon site internet terretrésor.com.